Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Graines de conscience. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une réflexion. Et si la théorie du complot n'existait pas? Mais en disant cela, n'est-ce pas déjà une remarque complotiste? Je vous laisse faire votre propre opinion. Joseph Goebbels, ministre de l'Éducation et de la Propagande de 1933 à 1945, était spécialisé dans les techniques modernes de manipulation de masse. Il utilisait d'ailleurs régulièrement l'expression complotiste dès qu'il y avait une opposition qui se manifestait. Nous aussi en France, nous avions en 1938 un ministère de la propagande qui est devenu par la suite le ministère de l'Information. Mais alors, qui sont ceux que l'on désigne comme des complotistes? Ce sont généralement des personnes qui compilent des éléments, des informations paradoxales et contradictoires, des faits étranges ou sujets à caution. Ils donnent une lecture différente des événements que celle donnée par les médias dominants. Se défendre en évoquant la théorie du complot fait partie des techniques employées par un système en place et par ses porte-paroles pour protéger le système en question. C'est un principe systémique de base. Je m'explique. Tout système, pour fonctionner, doit concourir à son équilibre. En toutes circonstances, un système cherchera toujours l'homéostasie, c'est-à-dire un équilibre harmonieux en toutes circonstances. Un couple est un système, une institution est un système, et notre corps est aussi un système à part entière. Notre corps, quand nous le confrontons à des déséquilibres, par exemple alimentaires, va mettre en place des mécanismes de régulation et va faire tout son possible pour retrouver un parfait équilibre pour que les fonctions vitales ne soient pas affectées. Même s'il doit mettre en quarantaine un organe pour sauver l'ensemble du système. C'est le principe, c'est ce que l'on appelle le principe de la manifestation de la maladie. Une maladie, c'est la mise en quarantaine d'un organe. Nos dirigeants utilisent le même principe. Dès que leur système se trouve menacé, ils utilisent, entre autres choses, comme défense, la théorie du complot pour se protéger et pour mettre en quarantaine les contradicteurs afin de pouvoir ainsi continuer à fonctionner quelles qu'en soient les conséquences. Dans le système qui prédomine actuellement, le cœur du dispositif est l'argent, ou le capital si vous préférez. Nous avons donc en haut de la pyramide le pouvoir économique. Pour faire simple, les 1% des gens les plus riches du monde qui détiennent à eux seuls plus de 80% de la richesse mondiale. C'est donc le pouvoir économique qui dirige et prédomine dans notre système. Les 1% des gens les plus riches du monde facilitent l'élection des présidents et des dirigeants des pays, puis deviennent propriétaires des principaux médias afin de donner l'information qui leur est favorable. On sait aujourd'hui que tous les médias français dominants sont entre les mains de 9 milliardaires, uniquement 9 personnes. Nous pouvons donc légitimement nous poser certaines questions. Comment un média peut parler objectivement des nuisances des antennes relais quand ses propriétaires sont les principaux acteurs de la téléphonie mobile? Ou comment des journalistes peuvent avoir un regard critique sur la politique de défense d'un pays quand le propriétaire de leur journal vend des avions de chasse à ce même pays? Il est très difficile d'être à la fois juge et partie. Devenir propriétaire d'un média, c'est vrai, ça n'est pas toujours financièrement rentable. D'ailleurs, certains médias sont même déficitaires. Par contre, cela permet d'acheter de l'influence. Et pour maintenir un système en place,
il faut simplement acheter de l'influence. Donc, les acteurs d'un système basé sur l'argent, par exemple, vont utiliser toutes les méthodes possibles et inimaginables, sans limite, pour augmenter ce fameux capital. Tout est bon pour sauvegarder le système et son équilibre. Je le répète, il n'y a pas de limite. À titre d'illustration, regardons simplement ce qui s'est passé pendant les 2 dernières guerres mondiales pour comprendre que la valeur humaine ne faisait pas partie du dispositif. Actuellement, la priorité reste la même, faire toujours plus de profit, peu importe les dégâts collatéraux, que ce soit sur le plan humain ou sur le plan écologique. Mais si l'on change le moteur du système, en l'occurrence dans nos sociétés, l'argent, et que l'on place l'individu au centre de ce nouveau système, tout l'ancien fonctionnement s'écroule et les cartes sont redistribuées. Dans cette nouvelle perspective, toutes les actions vont concourir à préserver l'être humain et son environnement. C'est juste une question de priorité et de choix systémique, simplement. En fait, ce que l'on appelle la théorie du complot, c'est plutôt un outil de communication et de manipulation utilisé par les pouvoirs en place et qui permet de ne pas répondre aux questions sur le fond. Vous noterez également que même dans nos sphères privées, si vous présentez un point de vue différent de celui exprimé par le groupe, vous pourriez, de la part de vos interlocuteurs, être aussi catalogué de complotiste. D'ailleurs, vous remarquerez qu'en général, ceux qui utilisent l'expression de complotiste n'apportent pas souvent de preuves, mais dénigrent généralement le soi-disant complotiste au niveau identitaire, c'est-à-dire au niveau de son look, de ses cheveux, de sa tenue, de sa façon de s'exprimer, etc. En aucun cas, le fait d'énoncer ou d'affirmer que tel argument tient plus de la théorie du complot que de la vérité officielle n'est pas un argument. En disant cela, nous n'apportons rien. Et ce n'est ni une démarche scientifique, ni une démarche rationnelle. Pour plus d'informations sur ces concepts, je vous renvoie aux vidéos précédentes intitulées « Information ou manipulation » et celle qui s'appelle « Du conformisme au panurgisme ». Au regard de ces constatations, comment se fait-il donc que nous ne puissions remettre en cause un système défaillant et dysfonctionnant ? En fait, il y a 6 principales raisons. Première raison, notre peur viscérale du changement nous fait mettre en place des processus automatiques de résistance, ou si vous préférez, des mécanismes et des stratégies de défense. Deuxième raison, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce que l'on va trouver. Cette citation de Jean Dutour contribue à renforcer notre peur de l'inconnu, car notre cerveau n'est pas programmé pour des choses qu'il n'aime pas, et l'inconnu est rempli d'incertitudes, donc potentiellement de risques. Troisième raison, nos croyances, nos programmes, nos mémoires, nos préjugés issus de nos éducations et de nos expériences de vie. Nous ne sommes conscients que de 5% de nos actions. Le reste est géré par notre inconscient en mode automatique, avec environ 80% de nos pensées qui sont les mêmes que celles de la veille et qui renforcent donc nos habitudes et nos rituels, même si ceux-ci sont totalement inadaptés à la situation actuelle. Quatrième raison, la soumission à l'autorité, inculquée depuis l'enfance. À ce titre, je vous renvoie à l'expérience de Milgram en 1962, illustrée dans le film I comme Icare. Et plus récemment, en tapant sur YouTube, vous trouverez également l'expérience télévisée dont le titre est Le jeu TV de la mort, une expérience qui a été réalisée en 2009 et qui est assez stupéfiante. En résumé, si c'est une autorité proclamée ou un soi-disant expert qui le dit, c'est vrai, c'est donc vrai. Ça ne peut pas être mis en cause. Cinquième raison,
Le conformisme social, c'est un autre dispositif qui nous fait agir comme la majorité des gens. C'est un réflexe ou un comportement grégaire que nous utilisons pour être acceptés. Sixième et dernière raison, et non des moindres, le déni ou le refus de la réalité. C'est une protection psychologique. Quand la réalité est trop violente ou trop difficile pour être acceptée, j'utilise le déni. Les travaux du psychologue et psychothérapeute Albert Claude sur la catharsis claudienne nous montrent comment nous occultons ou refoulons la réalité quand celle-ci est trop insupportable à entendre ou à vivre. Alors, si nous écoutons d'autres sources d'informations que celles diffusées par les médias officiels et que nos croyances s'en trouvent bousculées, notre équilibre émotionnel affecté, c'est que nous nous sommes trop écartés de notre zone de confort. Et ça n'est pas propice au changement puisque dans ce cas-là, nous replongeons au cœur de nos peurs. Dans ce cas, revenons donc à quelque chose de plus habituel. Et quand ce sera le moment pour nous, nous pourrons explorer d'autres façons de voir la réalité. Le plus important est de mettre en place des changements de façon progressive, à notre rythme, et seulement quand ce sera le bon moment pour nous. Dans tous les cas, quelles que soient les circonstances, le plus important est de rester enthousiaste, joyeux, bien dans sa vie. Simplement parce que c'est dans ces états émotionnels que nous rayonnons d'une belle énergie et que nous pouvons avoir confiance en nos capacités adaptatives et en nos ressources pour vivre au mieux les changements qui nous attendent. Si vous pensez que cette vidéo peut contribuer à éveiller quelques consciences, partagez-la sur les réseaux. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube en tapant Frédéric Guffroy ou les chroniques de Graines de Conscience. Merci de m'avoir écouté et au plaisir de se retrouver pour d'autres partages.